Peu de douleurs sont aussi silencieuses que celle de réaliser que ces petits bras qui autrefois couraient vers vos genoux vous traitent désormais avec indifférence. La scène est familière à de nombreux grands-parents. Leurs petits-enfants, qui semblaient auparavant enchantés par leur présence, les ignorent désormais, leur répondent sèchement ou même se montrent impatients face à leurs paroles. Pour ceux qui ont déjà connu la joie d'être une référence, d'être le refuge de la famille, ce changement est vécu comme une blessure difficile à guérir. Et ce qui rend tout cela encore plus douloureux, c'est que le manque de respect se manifeste rarement de manière ouverte et déclarée. Il s'infiltre dans de petits gestes, dans le regard qui se détourne, dans l'absence d'écoute, dans la priorité donnée à tout, sauf à votre compagnie. Mais ce qui est en jeu dans cet éloignement va au-delà du comportement individuel d'un enfant ou d'un adolescent. Carl Jung nous enseigne que la vie familiale est traversée par des forces qui dépassent la conscience. Il existe un inconscient collectif qui façonne, sans que nous nous en rendions compte, nos relations les plus intimes. Chaque génération porte en elle des symboles, des archétypes et des modèles de comportement qui se répètent. Lorsqu'un petit-fils ne respecte pas son grand-père, ce geste n'est pas seulement le fruit d'une éducation défaillante ou d'une rébellion juvénile. Il est souvent le reflet de quelque chose de plus profond, de dynamique invisible qui traverse la famille comme une rivière souterraine. Jung parlait de l'archétype du sage ancien, présent dans toutes les cultures et traditions. Cet archétype représente la figure qui conserve la mémoire, l'expérience et la vision à long terme. Dans les légendes, les mythes et les religions, c'est le vieil homme qui conseille le héros, le gardien du chemin, celui dont la parole résonne parce qu'elle ne vient pas seulement de lui, mais de toute une lignée. Lorsque les petits-enfants cessent de respecter leurs grands-parents, ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement la relation entre deux personnes, mais la déconnexion avec cet archétype fondamental. C'est comme si la jeune génération perdait, pendant un instant, l'accès à la racine symbolique qui lui donne son identité. Il est donc naturel que la douleur du grand-père ou de la grand-mère ne soit pas seulement personnelle, mais existentielle. Elle touche à la question « Quelle est ma place dans cette famille ? Ai-je encore de l'importance ?» Ce doute est d'autant plus corrosif qu'il remet en question la raison même d'être dans la vieillesse. Après tout, après avoir vécu si longtemps, le plus grand désir n'est pas d'être craint mais d'être reconnu. Ce n'est pas d'accumuler du pouvoir, mais de sentir que la vie a laissé des fruits qui fleurissent dans les générations suivantes. Et pourtant, Jung nous met également en garde. La façon dont nous réagissons au manque de respect peut soit renforcer cet éloignement, soit le transformer en opportunité. La douleur ne doit pas nécessairement se transformer en ressentiment. Elle peut être une sorte d'appel à assumer plus clairement le rôle de sage. Le respect ne naît pas de l'exigence, mais de la présence. Il ne s'acquiert pas par la contrainte, mais par la cohérence. Et voici la clé. Que faire lorsque les petits-enfants ne respectent pas? Il ne s'agit pas de chercher des formules toutes faites, mais de comprendre que le manque de respect est un miroir, un reflet de la dynamique psychique de la famille et souvent une invitation à revoir notre propre attitude. Au cours de cette réflexion, nous explorerons comment Jung nous aide à comprendre ces signes, comment les archétypes façonnent la relation entre les générations et comment, dans la vieillesse, nous pouvons nous positionner non pas comme des victimes de l'indifférence, mais comme les gardiens d'un héritage invisible. Le chemin qui s'ouvre devant nous n'est pas simple. Il exige de la fermeté, du discernement et surtout la conscience que même lorsque le respect semble absent, l'archétype du sage ancien reste vivant. Il a juste besoin d'être réveillé, en nous et silencieusement, aussi chez nos petits-enfants. Dans la psychologie analytique de Carl Jung, chaque génération projette sur la précédente certaines images symboliques qui appartiennent à l'inconscient collectif. Parmi ces images, peu sont aussi universelles que celles du sage ancien. Le grand-père ou la grand-mère qui, plus que l'âge, porte en lui la mémoire de l'expérience, le lien avec les racines et l'autorité tranquille de celui qui a traversé de nombreuses tempêtes. Cet archétype n'est pas seulement une idée abstraite, il vit au sein de chaque famille. Chaque petit enfant, même inconsciemment, cherche en ses grands-parents une figure d'orientation. Il ne s'agit pas de conseils tout près, mais d'une sorte de présence qui transmet la sécurité. C'est le regard ferme, la parole pesée, le calme face aux difficultés. Cependant, ce même archétype peut s'affaiblir lorsque le senior, au lieu d'occuper une place de référence, se livre à des plaintes constantes, à l'apitoiement sur soi-même ou à une dépendance excessive. Dans ce cas, le petit enfant ne trouve pas l'image du sage, mais celle d'une personne fragile, qui a besoin d'être prise en charge.
et le respect s'évanouit. Jung nous avertit que la vie humaine est marquée par des symboles, et que notre fonction, en vieillissant, est d'incarner les symboles dont la génération suivante a besoin. Dans le cas des grands-parents, ce symbole est celui de la sagesse, qui ne s'impose pas par la force, mais par la cohérence. Lorsqu'une personne âgée conserve sa posture, même au milieu des limitations naturelles liées à l'âge, elle transmet un message puissant. La vie peut être dure, mais il est possible de la traverser avec dignité. Pensons à des exemples concrets. Combien de familles se souviennent encore d'une grand-mère qui, même dans des conditions modestes, tenait à garder la table bien dressée et la maison en ordre, ou d'un grand-père qui, bien qu'il n'ait pas fait beaucoup d'études, savait discerner le bien du mal avec une clarté impressionnante. Ces images ne s'effacent pas parce qu'elles sont gardées en mémoire avec révérence. Elles restent gravées dans l'inconscient familial comme des références de comportement et non de discours. Ce qui marque, ce n'est pas ce qu'ils ont dit, mais la façon dont ils ont vécu en accord avec leurs convictions. D'un autre côté, lorsque le grand-père se place toujours dans le rôle de la victime, se plaignant du passé, exigeant de l'attention ou se montrant dépendant en tout, l'archétype du sage est corrompu. Le petit-fils ne voit pas en lui un guide, mais quelqu'un qui a perdu sa propre force. La psychologie analytique explique que le respect naît de la rencontre avec des images internes de grandeur et de dignité. Si le vieil homme ne les manifeste pas, le petit-fils n'a nulle part où les projeter. Et sans cette projection, le détachement, le désintérêt, voire le mépris s'installe. La leçon pratique qui ressort de cette réflexion est claire. Le respect ne peut être exigé. Il s'épanouit lorsque le grand-père ou la grand-mère incarne symboliquement la sagesse. Cela ne signifie pas avoir toutes les réponses, mais adopter l'attitude de celui qui a déjà appris à écouter, à attendre, à réfléchir avant d'agir. Être sage, ce n'est pas accumuler des mots, mais permettre à chaque geste d'avoir un sens. Dans la vie quotidienne, cela peut s'appliquer à des attitudes simples. Le grand-père qui ne répond pas à la provocation par des cris, mais avec une fermeté sereine. La grand-mère qui ne rivalise pas avec la mère de son petit-fils pour la place d'autorité, mais occupe naturellement sa place. La personne âgée qui ne s'humilie pas en demandant de l'attention, mais offre sa compagnie de manière généreuse et discrète. Ce sont de petits choix qui, petit à petit, construisent l'image de quelqu'un qui n'a pas besoin de se battre pour être respecté. Jung disait que le véritable pouvoir de l'archétype réside dans le silence de sa présence. Et c'est peut-être là la plus grande leçon pour les grands-parents. Lorsque leur petit enfant ne les respecte pas, au lieu d'exiger, il est temps de retrouver leur propre force intérieure. Une attitude digne en dit plus long que n'importe quel discours. Et au moment opportun, même tardivement, les petits-enfants reconnaîtront qu'il y avait là quelqu'un qui ne s'est pas laissé ébranler par les circonstances, mais qui a maintenu vivant l'archétype ancestral du sage. Si vous aimez ce genre de réflexion, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Carl Jung affirmait que chaque être humain porte en lui une part d'ombre, qu'il appelait l'ombre. Il s'agit de tout ce que nous n'acceptons pas en nous-mêmes et qui, pour cette raison, est refoulé dans l'inconscient. Comme nous ne parvenons pas à gérer consciemment cette partie cachée, nous finissons par la projeter sur les autres. Au sein de la famille, ce mécanisme se manifeste avec encore plus de force, car c'est dans l'environnement familial que nos émotions les plus primitives trouvent un espace pour s'exprimer. Lorsqu'un petit enfant traite son grand-père avec irrespect, ce geste n'est souvent pas le fruit d'un choix conscient. Il peut simplement reproduire l'ombre de ses parents. Si un père parle avec ironie de son grand-père, si une mère montre de l'impatience envers sa propre mère, l'enfant absorbe ce comportement comme s'il était naturel. Il n'est pas rare que les petits-enfants imitent les phrases, les expressions faciales ou les attitudes qu'ils voient à la maison, sans même se rendre compte du poids qu'elles ont. Ainsi, le manque de respect qui apparaît entre les générations est en réalité le reflet d'une dynamique plus profonde et plus enracinée. D'un point de vue psychologique, l'enfant apprend par l'observation. Il intériorise non seulement les règles explicites, mais surtout les exemples quotidiens. S'il voit ses parents ridiculiser ses grands-parents, il apprend qu'il est acceptable de faire de même. Et lorsqu'elle grandit dans cet environnement, la figure du grand-père cesse d'être considérée comme porteuse de sagesse et devient associée à la fragilité, au retard ou même à la gêne. C'est à ce moment-là que l'ombre se manifeste. Ce que les parents n'ont pas résolu dans leur relation avec leurs propres parents est projeté sur leurs enfants, perpétuant le cycle de la dévalorisation.
Cependant, il existe une différence importante. Le petit-fils n'est pas, par nature, l'ennemi de son grand-père. Il ne fait que refléter l'atmosphère émotionnelle qu'il a absorbée. Et c'est là que réside l'espoir. Le cycle peut être brisé. L'ombre, disait Jung, n'a pas besoin d'être niée mais intégrée. Cela signifie que le grand-père ou la grand-mère ont devant eux une occasion rare, montrer, par leur attitude, qu'il existe une autre façon d'établir des relations. Comment cela se passe-t-il dans la pratique? Ce n'est pas par la confrontation directe. Réprimander le petit-fils de manière agressive, exiger le respect de manière insistante ou entrer dans des disputes d'autorité ne fait que renforcer l'image négative qu'il porte déjà en lui. Au contraire, la voie à suivre est silencieuse et patiente. Un grand-père qui reste calme face à la grossièreté, qui répond avec fermeté sans perdre sa dignité, qui montre son affection sans s'humilier, va lentement déstabiliser l'ombre que projette son petit-fils. Imaginez, par exemple, un adolescent qui se moque de son grand-père devant la famille. La réaction attendue serait l'irritation ou la tristesse. Mais le grand-père qui répond avec sérénité, peut-être par un commentaire réfléchi, peut-être simplement par le silence et en conservant son attitude, transmet un message plus puissant que n'importe quel sermon. Il montre qu'il ne se laissera pas entraîner dans le jeu émotionnel. Il réaffirme l'archétype du sage, qui ne se laisse pas dominer par les ombres des autres. Ce processus est lent, mais efficace. Avec le temps, les petits-enfants perçoivent la différence entre l'image qu'ils ont héritée de leurs parents et la réalité qu'ils voient devant eux. Peu à peu, ils reconnaissent qu'il y a de la grandeur dans cette figure qui ne réagit pas de manière incontrôlée, mais qui reste ferme, sans céder au ressentiment. C'est dans cette constance que se plante la graine du respect. Jung nous rappelle que chaque génération doit composer avec les ombres héritées. Les grands-parents ne peuvent pas contrôler ce que leurs enfants transmettent, mais ils peuvent choisir leur position face à cela. Au lieu de lutter directement contre le manque de respect, ils peuvent transformer leur propre présence en un témoignage vivant d'une autre possibilité. Ainsi, ce qui semblait n'être qu'une répétition devient une occasion de guérison. En fin de compte, lorsque le petit-fils manque de respect, il n'exprime pas seulement un trait de caractère personnel, il met en scène, sans le savoir, l'ombre qui traverse toute la famille. Le grand-père qui comprend cela cesse de voir l'attaque comme une offense personnelle et commence à la considérer comme un symptôme collectif. Et en répondant avec dignité, il ne se protège pas seulement lui-même, mais offre à toute la famille une chance d'intégrer ce qui était caché. C'est le pouvoir transformateur de ceux qui savent occuper la position du sage ancien. Ne pas réagir aux ombres, mais les éclairer silencieusement. Dans la vie familiale, beaucoup pensent que gagner le respect de ses petits-enfants consiste à leur offrir une affection sans limite, à être toujours disponible, à ne jamais dire non. Mais selon Carl Jung, cette voie mène à l'opposé du respect. Elle conduit à la perte d'autorité et à l'appauvrissement de l'archétype du sage. Jung considérait les limites comme des expressions de l'amour structurant, non pas comme des barrières froides, mais comme des piliers qui soutiennent la relation. Un excès d'affection sans limite peut sembler être de l'amour, mais dans la pratique, il sape la reconnaissance du grand-père comme une personne digne de considération. Il est courant que les grands-parents, mus par la nostalgie de l'époque où leurs enfants étaient petits, ou par le désir de rester proches de leurs petits-enfants, cèdent à tous leurs caprices. Ils deviennent des « amis permissifs », ceux qui disent toujours oui, qui couvrent les erreurs, qui offrent des récompenses, même lorsqu'elles ne sont pas méritées. Pendant un certain temps, cette attitude peut même susciter des sourires et de la complicité. Mais à mesure que les petits-enfants grandissent, l'absence de limite révèle un prix élevé, la perte d'autorité. Le petit enfant commence à voir son grand-père comme quelqu'un de fragile, facilement manipulable, incapable de s'imposer. Et, sans s'en rendre compte, il cesse de respecter précisément celui qui l'aime le plus. Jung affirmait que le véritable amour n'est jamais complaisant. Il ne se résume pas à plaire, mais à guider. Cela signifie que, tout comme les parents doivent corriger leurs enfants pendant leur enfance, il y a également place pour l'enseignement dans la relation avec les petits-enfants, même si c'est d'une manière différente. Le grand-père ou la grand-mère qui sait dire « ça suffit », qui sait fixer des limites avec fermeté et tendresse, transmet à son petit enfant une leçon silencieuse. L'affection véritable n'est pas servile, mais disciplinante. C'est comme l'eau qui nourrit, mais qui coule dans les limites d'une rivière. Sans limite, l'eau se répand et perd sa force. Sans limite, l'amour perd sa structure et se transforme en faiblesse.
Un exemple permet d'illustrer cela. Pensons à un grand-père qui donne toujours de l'argent à son petit-fils, sans se demander à quoi cela sert ni pourquoi. Avec le temps, ce geste perd de sa valeur. Le petit-fils commence à attendre cette offre, non pas comme un cadeau, mais comme une obligation. Ce qui était de l'affection devient une routine, et le lien s'use. Comparons maintenant cela à un grand-père qui, face à la même demande, décide de discuter. Il pose des questions, donne des conseils, ne donne que lorsqu'il perçoit une responsabilité. Dans ce cas, l'argent cesse d'être un simple objet et devient un symbole de confiance. La limite, donner oui, mais avec discernement, éduque et préserve le respect. Il faut comprendre que les limites ne sont pas synonymes de froideur. Au contraire, elles révèlent un amour mûr, qui reconnaît que l'autre a besoin de grandir et de se développer de manière responsable. Jung considérait ce mouvement comme faisant partie de l'individuation. Le processus de devenir entier exige d'apprendre à gérer les restrictions, de reconnaître que tout n'est pas permis. Lorsque le grand-père établit des limites claires, il aide son petit-fils à faire des pas dans cette direction, même s'il ne s'en rend pas compte sur le moment. L'application pratique est simple. Si nous voulons que nos petits-enfants nous respectent, nous devons leur montrer que notre affection a aussi des limites. Cela peut signifier ne pas accepter les grossièretés, ne pas laisser la cohabitation devenir unilatérale, ne pas assumer des responsabilités qui ne sont pas les nôtres. Cela signifie également valoriser son propre espace, ses propres choix, sa propre dignité. Car celui qui se laisse marcher dessus au nom de l'affection n'inspire pas le respect, mais la pitié ou l'indifférence. En fin de compte, la leçon est claire. Celui qui respecte les limites respecte également la personne qui les a établies. Contrairement à ce que beaucoup croient, dire non à certains moments n'éloigne pas les petits-enfants, mais les rapproche d'un apprentissage essentiel. Un grand-père qui s'est imposé des limites enseigne, sans parole, que le véritable amour ne se plie pas à tous les désirs, mais guide l'autre vers la maturité. Et cette leçon, même si elle n'est pas immédiatement reconnue, restera gravée dans la mémoire du petit enfant comme l'une des formes les plus pures de l'amour. Carl Jung insistait sur le fait que la vie psychique ne se révèle pas seulement par les mots. Elle s'exprime par des symboles, des images, des gestes, des atmosphères qui communiquent bien plus que les discours. Au sein de la famille, cette dimension symbolique devient encore plus évidente. Les enfants et les jeunes écoutent rarement les longs conseils, mais ils sont profondément marqués par la façon dont les aînés vivent. C'est en ce sens que le silence et la présence du grand-père ou de la grand-mère peuvent se transformer en leçons plus durables que n'importe quel sermon. Beaucoup de grands-parents sont attristés de constater que leurs petits-enfants ne leur témoignent pas de respect. La réaction naturelle est de vouloir expliquer, exiger ou même réprimander. Mais ici se cache une vérité que Jung aide à révéler. L'attitude communique plus que la parole. Le silence n'est pas une absence, mais un langage. Lorsque la personne âgée reste ferme face à une provocation, lorsqu'elle ne se laisse pas ébranler par l'indifférence, elle transmet un message symbolique puissant. Je n'ai pas besoin de m'abaisser pour être qui je suis. Prenons un exemple simple. Une famille réunie autour de la table et un petit-fils fait une blague ironique sur son grand-père. La réaction attendue serait d'élever la voix, de réprimander ou, au contraire, de se taire avec tristesse. Mais imaginez que le grand-père, sans changer de ton, continue le repas avec dignité, répondant peut-être par une phrase courte et réfléchie ou peut-être simplement par un regard serein. Ce geste apparemment insignifiant s'inscrit dans la mémoire de l'enfant plus profondément que n'importe quelle réprimande. Le petit-fils se rend compte, même inconsciemment, qu'il existe là une force qui n'a pas besoin de s'imposer, car elle est déjà enracinée. C'est le pouvoir du symbole. Le grand-père qui ne crie pas mais reste calme symbolise pour ses petits-enfants l'archétype du sage. C'est une figure qui ne rivalise pas, ne réclame pas d'attention, mais existe comme une présence stable. Et cette présence devient un phare silencieux, même si les plus jeunes n'en perçoivent la valeur que des années plus tard. La psychologie analytique explique que l'inconscient collectif se nourrit d'images. C'est pourquoi la façon dont le vieil homme se positionne face à la vie, son calme ou son irritation, sa fermeté ou sa fragilité, façonne beaucoup plus la vision de ses petits-enfants que les mots prononcés. Une vie cohérente, même silencieuse, devient un témoignage. Les longs discours non accompagnés d'une conduite exemplaire se perdent dans les airs. L'application pratique est claire. Lorsque les petits-enfants ne respectent pas leurs aînés, la réponse ne doit pas nécessairement être l'imposition de l'autorité,
par la force de la voix. Au contraire, c'est le moment de laisser la cohérence de la vie elle-même parler d'elle-même. Cela ne signifie pas la passivité, mais une forme d'enseignement qui repose sur la cohérence. La grand-mère qui ne dit pas de mal de ses enfants, même lorsqu'elle est critiquée, enseigne par son silence. Le grand-père qui continue à cultiver sa routine avec dignité, même sans reconnaissance, transmet à ses petits-enfants la leçon que la vie ne dépend pas de l'approbation des autres. Ce type d'attitude exige de la patience et de la conscience. Le silence ne doit pas être confondu avec l'omission. Il s'agit d'un silence actif, plein de sens, qui communique par l'intégrité de la présence. Jung voyait dans ce type d'attitude un pouvoir transformateur, car il touche les couches les plus profondes de l'inconscient. Un petit enfant peut ne pas être ému par les réprimandes ou les appels, mais il sera marqué par l'exemple de quelqu'un qui reste intègre même face à l'ingratitude. À long terme, le respect qui semblait perdu commence à se reconstruire. Peut-être pas immédiatement, peut-être seulement lorsque le petit-fils aura mûri et regardera en arrière. Mais à ce moment-là, il se souviendra de son grand-père qui n'avait pas besoin d'élever la voix pour se faire entendre, de sa grand-mère qui, sans discours, transmettait une force silencieuse. Et il reconnaîtra que ce silence était en fait le langage le plus sage de tous. En fin de compte, la présence digne du grand-père ou de la grand-mère est comme un rocher solide au milieu d'une rivière. L'eau peut couler rapidement, elle peut essayer de le contourner, elle peut même frapper contre le rocher, mais elle ne le déplace jamais. Le silence, le calme et la constance sont l'héritage invisible que les petits-enfants comprendront un jour, comme la véritable forme de respect. Carl Jung enseignait que ce dont nous héritons ne se limite pas au sang ou aux traits physiques. Il affirmait que chaque génération transmet des symboles, des attitudes et des images archétypales qui perdurent bien au-delà de la durée de vie d'une personne. C'est pourquoi le plus grand héritage d'un grand-père ou d'une grand-mère n'est pas l'argent accumulé, ni les biens matériels laissés en héritage. Le véritable patrimoine qui traverse les générations est la dignité, la façon dont on a vécu, les choix faits, la cohérence entre les paroles et les actes. Dans la pratique, cela signifie qu'un grand-père peut laisser peu de richesses matérielles, mais s'il a conservé son attitude jusqu'à la fin, il sera rappelé avec respect pendant des décennies. Un autre, qui a accumulé une fortune, mais a cédé à la lâcheté, à l'égoïsme ou à la soumission, pourra être rappelé avec indifférence, voire avec ressentiment. La dignité, contrairement au bien, ne peut être perdue, volée ou partagée. Elle est un symbole pur. Elle s'inscrit dans l'inconscient collectif de la famille, comme une image qui se répète dans les générations suivantes. Les exemples concrets ne manquent pas. Il y a des familles qui, des décennies après la mort d'une grand-mère, se souviennent encore de la façon dont elle restait ferme face à l'adversité. Elle a peut-être vécu avec peu, mais elle n'a jamais perdu la discipline de ranger la maison, d'offrir le meilleur qu'elle avait, de tenir parole. Ce type d'attitude devient un mythe familial. Les petits-enfants et même les arrière-petits-enfants qui ne l'ont pas connue entendent des histoires sur sa force et commencent à la considérer comme une référence. Ce n'est pas le souvenir de gestes de faiblesse qui survit, mais le souvenir de la dignité. D'autre part, lorsque la personne âgée en vient à croire que sa valeur réside dans le fait de plaire, de gagner la sympathie à tout prix, de s'annuler pour être acceptée, elle trahit cet héritage symbolique. Le petit-fils peut même profiter des avantages de cette permissivité, mais au fond, il ne la respecte pas. En effet, le respect ne naît pas de concessions illimitées. Il naît de la perception que l'autre reste fidèle à lui-même, même lorsque cela exige des renoncements ou de la fermeté. C'est là que réside une clé essentielle. Lorsque le petit enfant ne respecte pas, le grand-père ou la grand-mère doit se rappeler que son rôle n'est pas de plaire, mais de transmettre l'héritage invisible d'une attitude ferme. Plaire est éphémère, la dignité est permanente. Faire plaisir suscite une sympathie momentanée. La dignité suscite un respect qui traverse les générations. Le grand-père qui reste ferme, même face à l'indifférence, remplit son rôle archétypal de gardien de la tradition, de pont entre le passé et l'avenir. Jung expliquait que cet héritage symbolique est si puissant parce qu'il agit dans l'inconscient collectif. Même si un petit-fils, dans sa jeunesse, traite son grand-père avec mépris, l'image de la dignité reste comme une graine. Elle peut germer seulement des années plus tard, lorsque la vie exigera des responsabilités, lorsqu'il sera lui-même confronté à des dilemmes éthiques. À ce moment-là, le souvenir d'un grand-père qui ne s'est pas laissé corrompre, qui a tenu parole,
qui n'a pas renoncé à sa dignité, revient comme un guide silencieux. Appliquer cette vision au quotidien signifie changer d'orientation. Au lieu de rechercher une reconnaissance immédiate, les grands-parents sont appelés à vivre comme ceux qui plantent des arbres dont ils ne profiteront peut-être jamais de l'ombre. Il ne s'agit pas d'attendre de la gratitude, mais de croire que la dignité, une fois vécue, devient une référence inévitable. Le petit-fils ne remerciera peut-être pas maintenant, mais un jour il s'en souviendra, et ce souvenir façonnera son caractère. Ainsi, l'héritage invisible ne se mesure pas en chiffres, mais en symboles. C'est l'image de la grand-mère qui ne s'est jamais inclinée devant la peur, du grand-père qui n'a pas cédé à l'humiliation, de la posture ferme qui s'est maintenue même face à la douleur. C'est un héritage qu'aucune crise économique ne peut éroder et qu'aucune ingratitude ne peut effacer. En fin de compte, ce que Jung nous enseigne est simple et profond. La dignité est le plus grand héritage qu'un être humain puisse laisser. Et lorsqu'un grand-père ou une grand-mère vit avec cette conscience, il ou elle a déjà accompli sa mission. Car le véritable respect, même tardif, naît toujours devant la grandeur d'une attitude digne. Carl Jung considérait les conflits non seulement comme des chocs à éviter, mais aussi comme des opportunités d'individuation, des moments où chaque individu est appelé à grandir, à affronter ses ombres et à intégrer de nouvelles dimensions de sa propre psyché. Au sein de la famille, cela se manifeste de manière intense. Les frictions entre les générations ne sont pas des signes d'échec, mais des étapes naturelles du développement. Le petit-fils qui confronte son grand-père peut, sans s'en rendre compte, exprimer un besoin profond, celui de trouver des limites, des références et des repères qui l'aident à se situer dans le monde. Il est courant que de nombreux grands-parents interprètent la rébellion de leurs petits-enfants comme de la pure et simple ingratitude. Le manque d'obéissance, les mots durs, l'attitude provocante semblent être des attaques personnelles. Mais du point de vue de la psychologie analytique, ce qui se passe est plus complexe. Le jeune, en quête d'affirmation de son identité, a besoin de tester les limites. Et en testant son grand-père, il ne cherche pas nécessairement à le détruire. Il veut en fait vérifier s'il y a de la fermeté de l'autre côté. Si le grand-père résiste avec sérénité et autorité, le petit-fils trouve la limite qui le structure. Si le grand-père cède excessivement ou réagit avec violence, le jeune perd ses repères et le cycle de manque de respect s'intensifie. Un exemple concret peut illustrer cela. Pensez à un adolescent qui répond avec ironie chaque fois que son grand-père donne son avis. Pour beaucoup, ce serait un signe de désobéissance. Mais des années plus tard, ce même jeune devenu adulte peut reconnaître que c'est précisément l'attitude ferme de son grand-père, qui n'a pas cédé au sarcasme, mais qui ne s'est pas non plus tu par peur, qui lui a donné une direction. À l'époque, la rébellion semblait n'être qu'une offense. Mais avec le temps, elle s'est révélée être une demande inconsciente de limite. Le grand-père qui n'a pas fui le conflit est devenu une référence. Jung disait que pour mûrir, nous devons traverser la tension des opposés. Dans la cohabitation entre grands-parents et petits-enfants, cela signifie accepter que les frictions sont inévitables et même nécessaires. Le grand-père qui ne recherche que l'harmonie, en évitant toute confrontation, perd l'occasion d'enseigner. De même, celui qui répond avec une dureté excessive transforme le conflit en guerre. La sagesse consiste à considérer la confrontation comme un rite de passage, un processus par lequel le petit enfant apprend qu'il existe une autorité sereine et une tradition qui ne peut être effacée. Dans la pratique, cela demande du courage. Ne pas fuir lorsque le petit enfant pose des questions, mais soutenir fermement sa propre position. Ne pas s'offusquer face à la rébellion, mais la comprendre comme faisant partie d'un processus plus large. Le grand-père peut même dire « Tu peux ne pas être d'accord, mais je continue à croire en ce que je dis ». Cette phrase simple transmet deux leçons à la fois, le respect de l'autonomie du petit-fils et la fidélité à sa propre expérience. C'est dans cette tension équilibrée que le respect commence à se forger. La vie est pleine d'histoires où des petits-enfants rebelles, déjà adultes, reconnaissent l'importance des paroles fermes de leurs grands-parents. Beaucoup se souviennent des conseils qu'ils ont ignorés dans leur jeunesse, mais qui, en temps de crise, ont refait surface comme une boussole. Cette reconnaissance tardive montre que le conflit, loin de détruire le lien, peut renforcer l'image du grand-père en tant que gardien de la sagesse. Par conséquent, la clé n'est pas d'éviter les conflits, mais de leur donner un nouveau sens. Chaque confrontation est une occasion de faire preuve de cohérence. Chaque désaccord est une occasion de montrer que l'expérience ne se plie pas aux caprices du moment.
Lorsque le grand-père ou la grand-mère considèrent les conflits comme faisant partie de l'initiation à la vie, ils cessent de se sentir vaincus et commencent à y voir une étape dans la construction du respect. En fin de compte, le désaccord entre les générations n'est pas la fin de l'autorité, mais le laboratoire où elle fait ses preuves. Le respect ne naît pas de l'absence de conflit, mais de la manière dont il est mené. Si le grand-père reste ferme, juste et serein, même face à la provocation, le petit-fils apprend quelque chose d'essentiel, que la véritable force ne consiste pas à crier plus fort, mais à rester debout quand tout le monde s'attend à ce que vous tombiez. C'est dans cette forge silencieuse que le respect naît et se consolide. Carl Jung affirmait que la première moitié de la vie est consacrée à la construction, fonder une famille, acquérir une stabilité, consolider son identité sociale. La seconde moitié de la vie, en particulier après 50 ans, doit se tourner vers quelque chose de plus profond, la rencontre avec le sens. C'est l'appel de l'individuation, le processus par lequel l'être humain devient entier, intégrant lumière et ombre, se reconnectant à sa propre essence. Pour les grands-parents, cet appel n'est pas seulement un voyage intérieur. Il se reflète directement dans la façon dont ils sont perçus et respectés par leurs petits-enfants. Lorsque Jung parle d'individuation, il ne fait pas référence à un isolement égoïste, mais à une maturation qui libère l'individu de la dépendance au regard des autres. Être entier signifie vivre avec authenticité, sans avoir constamment besoin d'approbation. Le grand-père qui atteint ce stade transmet une force silencieuse. Il n'a pas besoin que ses petits-enfants l'applaudissent pour savoir qui il est. Il ne se laisse pas ébranler par l'indifférence, car sa valeur est ancrée en lui. Cette attitude, en soi, inspire le respect, même si les petits-enfants, par immaturité, résistent à le montrer. Dans la pratique, cela signifie que la vieillesse n'est pas un moment où l'on désespère d'être reconnu, mais où l'on vit en cohérence entre ce que l'on est et ce que l'on transmet. Un grand-père qui continue à cultiver ses routines, ses valeurs, sa foi ou sa discipline, même sans public, offre à ses petits-enfants une leçon vivante d'individualisation. Il montre que la dignité ne dépend pas de l'acceptation extérieure, mais de la fidélité à sa propre essence. Prenons un exemple. Il y a des grands-parents qui, même face au manque d'attention de leur famille, conservent l'habitude de lire, de s'occuper de la maison, de cultiver un jardin, de fréquenter la communauté ou de tenir parole. Rien de tout cela n'est fait pour impressionner. C'est simplement l'expression naturelle de ceux qui vivent de manière authentique. Les petits-enfants peuvent se moquer, ils peuvent ignorer, mais avec le temps, cette cohérence devient indéniable. Des années plus tard, ces mêmes petits-enfants reconnaîtront qu'ils ont appris davantage de l'authenticité silencieuse que des discours ou des impositions. La psychologie analytique montre que l'individuation exige l'intégration, accepter ses propres limites, reconnaître ses blessures, mais aussi assumer son potentiel. Dans la vieillesse, ce processus prend une forme particulière. Il ne s'agit plus de rechercher de grandes réalisations extérieures, mais de consolider la cohérence intérieure. Le grand-père qui atteint ce stade devient un symbole vivant d'intégrité. Et les symboles ont une force pédagogique. Ils touchent l'inconscient des petits-enfants plus profondément que n'importe quel mot. Cet appel à l'individuation est donc aussi un appel au respect. Non pas parce que les petits-enfants sont obligés de vénérer, mais parce que l'intégrité suscite naturellement le respect. Il est presque inévitable de respecter quelqu'un qui vit avec authenticité. Même lorsque la jeunesse tente de résister, quelque chose en nous reconnaît la grandeur de ceux qui n'ont pas besoin de faire semblant. Dans la vie quotidienne, l'application de ce principe est simple mais exigeante. Cela signifie ne pas désespérer face à l'ingratitude, ne pas se vendre pour quelques miettes d'attention, ne pas renoncer à ses valeurs uniquement pour plaire. Cela signifie plutôt cultiver l'authenticité, être grand-père ou grand-mère naturellement, sans masque. Le petit-fils ne s'en rendra peut-être pas compte immédiatement, mais au fil des ans, l'image d'une personne âgée qui a vécu fidèle à elle-même restera un guide silencieux. En fin de compte, Jung nous rappelle que la vieillesse est le moment de récolter ce qui a été semé, mais aussi de transmettre des symboles qui ne peuvent s'épanouir qu'à maturité. Le grand-père qui devient entier face à lui-même n'a pas besoin de demander le respect, il l'évoque. Car le vrai respect ne naît pas de l'exigence, mais de la perception que devant nous se trouve quelqu'un qui a trouvé un sens. Ainsi, l'appel à l'individuation dans la vieillesse est aussi un appel à la transmission, non pas de l'argent, non pas des faveurs, mais d'une image symbolique, celle du vieillard qui a vécu avec authenticité,
C'est là l'héritage invisible qui façonne les petits-enfants, même lorsqu'ils ne le reconnaissent pas. Et c'est aussi la preuve que la vie, lorsqu'elle devient entière, inspire toujours le respect. Nous arrivons à la fin de cette réflexion et pouvons maintenant récapituler le chemin parcouru. Nous avons vu que la relation entre les grands-parents et leurs petits-enfants ne se résume pas à des rencontres occasionnelles, mais qu'elle est chargée de symboles et de significations qui traversent les générations. Le respect, qui semble si souvent absent, ne naît pas d'exigence ou de discours moralisateur, mais de quelque chose de beaucoup plus profond, de l'attitude intérieure du grand-père ou de la grand-mère face à la vie. Au début, nous avons reconnu la douleur silencieuse de réaliser que ceux qui nous ont un jour accueillis avec joie peuvent aujourd'hui nous traiter avec indifférence. Cependant, Jung nous a montré que ce changement d'attitude n'est pas seulement personnel, mais reflète des dynamiques psychiques plus larges, liées à l'inconscient collectif et à l'archétype du sage ancien. De là, nous sommes partis pour 7 leçons fondamentales. L'archétype du sage ancien. Le grand-père est considéré par ses petits-enfants comme le gardien de la sagesse. Lorsqu'il reste ferme et intègre, même dans les moments difficiles, il incarne cet archétype et gagne le respect sans avoir à l'exiger. L'ombre de la famille. Le manque de respect des petits-enfants n'est souvent pas un choix conscient, mais la répétition de l'attitude des parents. Il appartient donc au grand-père de répondre non pas avec ressentiment, mais avec dignité, en offrant un nouveau modèle qui brise le cycle. L'amour qui impose des limites. L'absence de frontières sape l'autorité. Loin de repousser, les limites éduquent. Elles montrent que le véritable amour ne se plie pas à tous les caprices, mais guide avec fermeté. Le langage du silence et de la présence. Les sermons peuvent être oubliés, mais l'exemple silencieux demeure. Le grand-père qui reste calme, constant et serein enseigne plus que les mots ne pourraient jamais enseigner. L'héritage invisible de la dignité. Le plus grand héritage n'est pas l'argent, mais l'attitude face à la vie. Le respect s'installe lorsque le vieillard transmet des symboles de cohérence et de dignité, qui perdurent même après son départ. Le conflit comme initiation. Les frictions entre les générations ne doivent pas être considérées comme des menaces, mais comme des opportunités de croissance. En soutenant sa position avec sérénité, le grand-père transforme le conflit en rite de passage, forgeant le respect de son petit-fils. L'appel à l'individuation, dans la vieillesse, le véritable défi n'est pas de plaire ou de gagner la reconnaissance, mais de vivre avec authenticité. Le grand-père qui atteint cette intégrité inspire le respect simplement parce qu'il est qui il est. En rassemblant ces points, nous nous rendons compte que le respect des petits-enfants ne peut être construit artificiellement. Il est la conséquence naturelle de la transformation intérieure de la personne âgée. Lorsque le grand-père ou la grand-mère endosse réellement l'archétype du sage, le respect est garanti, même s'il ne se manifeste pas immédiatement. Peut-être que les petits-enfants ne comprennent pas encore, peut-être qu'ils ne le reconnaîtront que des années plus tard, lorsqu'ils seront adultes, en se souvenant de l'attitude ferme, du silence serein, des paroles cohérentes. Mais le respect a déjà été semé comme une graine dans l'inconscient, et il fleurira au moment opportun. C'est la grande leçon de Jung. La vie ne se mesure pas seulement à ce que nous pouvons voir immédiatement. Beaucoup de fruits mûrissent seulement après notre départ. L'attitude digne d'un grand-père peut sembler ignorée dans le présent, mais elle reste un guide invisible qui façonnera l'âme des petits-enfants. C'est pourquoi le message final est clair. Vous ne contrôlez pas l'attitude de vos petits-enfants, mais vous contrôlez l'attitude de votre âme. Et c'est cette attitude, ferme, authentique, sereine, qui sera rappelée, respectée et un jour imitée. Ainsi, lorsque vous sentez que le respect semble lointain, ne désespérez pas. Tournez-vous vers votre fort intérieur, assumez le rôle qui vous revient et vivez avec dignité. Car en fin de compte, le plus grand héritage qu'un grand-père laisse n'est pas dans les mots ou les cadeaux, mais dans la présence transformatrice d'une vie entière vécue avec sens. Si cette réflexion vous a parlé, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour recevoir d'autres réflexions comme celle-ci. Ainsi, vous ne manquerez aucun nouveau contenu. Portez-vous bien et à bientôt.